Le 4 janvier dernier, la Cour constitutionnelle a rendu une décision dans laquelle elle demande aux députés de modifier le calendrier électoral dans la perspective des prochaines élections générales de 2026. Alors que s'est ouverte une session extraordinaire de l'Assemblée nationale le mercredi 21 février dernier, les trois partis qui siègent au Parlement ont pris chacun l'initiative d'une loi. À travers cette émission, nous allons voir de plus près les propositions des différentes formations avec un arrêt sur ce que souhaite le parti d'opposition, les démocrates. Entre autres morceaux choisis, la suppression du quitus fiscal perçu comme un outil de disqualification maniable à volonté, la réduction du montant de la caution pour l'élection présidentielle et les conditions d'attribution des sièges au Parlement, notamment le seuil de représentativité des 10% qui, selon eux, doit être ramené à 5%. En tout cas, le temps de ce moment de télévision, comme je vous l'annonçais, le débat parlementaire va prendre quartier ici sur 5 sur 7 matin avec deux invités taille patron. Bonaventure Ake Natondé, président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Amégan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. En face de vous, ce matin, Nourenou Atiadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Mais un plaisir de vous recevoir également sur 5 sur 7 matin. Partagé. On espère bien sûr des débats nourris, éclairés pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se joue en ce moment donc au Parlement. Et je reste avec vous, président Atiadé, ce grand toilettage, sinon cette relecture du code électoral qui a été donc demandé par la Cour constitutionnelle, c'est sans doute pour vous l'occasion unique pour faire le grand ménage. Non, ce n'est pas l'occasion unique. Comme vous le savez, le code électoral est souvent touché à l'approche des élections. On a voulu, en temps à la 6e, 7e législature, on a voulu avoir un code qui traverse plusieurs élections, mais à cette date, on n'a pas encore pu le faire et il se trouve que malheureusement à chaque élection on retouche le code électoral. Donc je dirais que ce n'est pas du fait de la Cour constitutionnelle que le code sera touché. Il pouvait arriver qu'on constate à la pratique du code actuel qu'on constate qu'il y a des défaillances et même je crois à la réponse de la Sénat à la Cour constitutionnelle, la Sénat même a reconnu qu'il y a des défaillances lors de la pratique et qu'il faille modifier le code. Et quelles sont les propositions que vous mettez sur la table aujourd'hui? Entre autres, évidemment, au détour de ce qu'on a pu lire dans les médias, vous proposez, comme j'ai commencé par le dire, la suppression du quitus fiscal, la réduction du montant de la caution, la diminution donc du seuil de représentativité. Oui, je constate que vous focalisez votre attention sur la suppression du quitus fiscal. Oui, nous l'avons proposé. Nous avons voulu d'un code qui nous amène à des élections transparentes, équitables et paisibles. Parce que nous, notre credo au Parti Les Démocrates, c'est la paix. La paix pour le pays. Et comme vous le savez, les élections non inclusives dans notre pays ont déjà causé énormément de dégâts. Et nous ne voulons plus les vivre. Et comme vous le savez également, les coups d'État institutionnels dans nombre de pays d'Afrique ont causé plus de morts que les coups d'État militaires. Je l'ai dit. Plus de morts que les coups d'État militaires. Nous avons des exemples au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Donc nous avons enregistré déjà pas mal de morts par l'organisation des élections démocratiques qui ne sont pas démocratiques. Et la preuve, c'est que c'est le code électoral et la Constitution, lorsqu'on les manipule à volonté pour se faire réélire ou pour avoir une majorité, le cas du Mali, ce qui a mené le coup d'État au Mali, c'est une organisation et une élection volée par le président démocratiquement élu. Donc, lorsque on constate tout ça,
tout politicien a le désir d'avoir une loi électorale qui respecte quand même les conditions démocratiques d'une élection. Et nous avons touché plusieurs autres articles pour l'inclusivité, pour la transparence des élections, surtout en ce qui concerne la présence dans les arrondissements de ce que nous avons toujours appelé comment on l'appelle, le représentant de la Sénat à l'arrondissement. Oui. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il faut toucher ces dispositions pour en faire une commission. Le coordonnateur d'arrondissement. C'est une seule personne qui organise les élections dans l'arrondissement. Et lorsque, comme vous le savez, il est plus facile de corrompre une personne. Et ces personnes, puisque nous avons déjà organisé plusieurs élections avec eux, nous avons constaté qu'ils sont corruptibles et lorsque vous finissez de faire la compilation au niveau de l'arrondissement, ils se mettent de côté pour modifier la fiche de compilation. C'est quand même assez grave. Non, c'est pas grave, c'est ce que nous avons vécu. Je l'ai dit. Mais Il y a des gens, nous en avons. Il y a des gens qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui ne devaient pas y être. C'est parce que la coordination d'arrondissement a modifié les fiches. Ce sont des allégations assez graves. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est ce que nous avons vécu tout le temps que je vous dis. Et nous avons proposé, pour éviter tout ça, qu'il y ait une commission d'arrondissement. Par rapport au quitus fiscal. On va y revenir si vous le permettez. Okay. On reviendra donc aux détails proposés par chacun des partis. Monsieur Akenatonde, vous avez appartenu à une mandature qui a fait un code électoral qui, aujourd'hui, n'a pas pu traverser une décennie comme le souhaitent les gens. C'est fait à dessein? Je crois qu'il faut d'abord que je vous salue tous, que je salue également mon collègue, l'honorable Achade, pour sa présence sur ce plateau. Ce genre de rencontre permet d'éclairer le peuple, au-delà de ce qui se dit dans la rue et de ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Eh bien, le code électoral a été mis en place, je crois, en 2013, dans notre pays. Dans un premier temps. Et ce code électoral a permis de faire les élections de 2015, législatives et communales, et de 2016. Après cela, il a fallu revoir le code également. Je crois que le code a été modifié une fois. Et parce que en 2019, la Constitution a été révisée. Il y a une révision de la Constitution et il faut adapter le code par rapport à cette révision de la Constitution. Il faut rappeler rapidement que cette Constitution révisée est toujours en place quand le code sera retouché. Absolument, mais ce code qui a été voté en 2019 a permis d'organiser aussi bien les élections de 2020, de 2021, que des élections législatives qui nous ont portés à l'Assemblée nationale avec le parti Les Démocrates aussi en présence. Et donc c'est dire que, comme lui-même l'a dit, il n'y a jamais eu d'élection dans notre pays sans que les lois électorales soient revues et lues. En mettant en place un code, c'est d'aller dans une certaine stabilité. Et ce qu'on a, c'est que le code de 2019 ou le code de 2013 a pu faire, c'est déjà un début de stabilité. Parce qu'avant, à chaque élection communale, on prenait une loi. À chaque élection législative, on prenait une nouvelle loi. Et à chaque élection présidentielle, on prenait une loi. Donc, c'est dire qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain en disant que ce qu'on a fait est totalement mauvais. Non. Comme il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit perfectible, tout code mérite d'être relu et d'être mis au goût du jour à chaque fois. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que ici, en prévision des élections de 2026, il a été constaté qu'il y aura des chevauchements dommageables parce qu'on verra des parrains. La situation n'est pas suffisamment claire pour le parrainage des candidats aux élections tel que prévu par la Constitution. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle a incité l'Assemblée nationale à revoir les choses. Et donc, le débat est arrivé et ce qui nous amène ici également donc, pour éclairer le peuple. Les démocrates estiment que la délivrance du quitus fiscal est devenue politique et suggèrent donc qu'on élimine des critères, mais vous n'avez aucun problème à l'obtenir, vous, n'est-ce pas? Mais c'est faux.
nous avons bien voulu positionner des candidats sur notre liste, par exemple l'Union progressiste, le Renouveau, même d'autres partis de la majorité présidentielle ont voulu présenter des candidats qui étaient vraiment les bons chevaux gaillants, mais qui n'ont pas pu être positionnés simplement parce que ces candidats n'ont pas eu le quitus fiscal à temps. Maintenant, le quitus fiscal, s'attaquer au quitus fiscal, pour nous, c'est contre le peuple, aller contre le peuple que l'on défend. Parce que tout le monde sait bien que grâce à ce quitus fiscal, il y a des recouvrements de plusieurs milliards qui se font à chaque élection. Ça veut dire que certains d'entre nous n'attendent que les élections pour aller payer les impôts de leur maison, par exemple, pour aller payer les impôts de leurs entreprises et autres. Ce qui n'est pas normal. Faut-il laisser des citoyens qui ne sont pas à jour vis-à-vis de l'État être en situation de pouvoir diriger cet État? Non, je crois que ce qu'il dit, c'est le quitus fiscal, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas une arme brandie contre l'opposition, mais c'est pour la moralisation, l'assainissement de la vie publique. D'accord. Alors, la thèse conspirationniste, évidemment, avancée par votre parti président à Tchadé, elle tient à peine la route quand on se rend compte quand même de ce que certains candidats, donc des partis de la majorité présidentielle aussi, ont été recalés du fait donc du défaut de quitus fiscal. C'est votre avis. Enfin, je voudrais dire que ceux qui dirigent le pays, ce n'est pas que les députés, ce n'est pas que les conseillers communaux. Le ministre dirige le pays plus que le député. Quel quitus fiscal le ministre a fourni pour être nommé ministre? Les membres de la Cour constitutionnelle, les membres du Conseil économique, les membres de ceci et les membres de cela, quel quitus fiscal ont-ils fourni pour être à leur place? Quelle légitimité politique un député a plus qu'un ministre? Un député, on le nomme ministre, il quitte sa fonction, il s'en va. Mais quel est le quitus fiscal qu'il a fourni? Deuxième question. Quel est le pays au monde qui fournit dans sa constitution de dossier le quitus fiscal en dehors du Bénin? Nous avons copié ça du Sénégal. Le Sénégal a enlevé ça, des conditions pour aller aux élections. Le Sénégal a enlevé parce que ça crée des problèmes. C'est seulement le chef de l'État au Sénégal et le candidat à l'élection présidentielle qui fait une déclaration de non comment on dit ça, une déclaration vis-à-vis du fisc, qui n'a pas de conditions vis-à-vis du fisc. Seulement le candidat, et c'est une déclaration sur l'honneur. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, ce n'est pas seulement la tracasserie politique. Notre administration n'a pas la possibilité de délivrer à temps le quitus fiscal. Et ça tracasse et les partis de l'opposition et les partis de la mouvance. Et comme il le dit, mais ce n'est pas seulement dans nos rangs qu'on veut éliminer. Dans vos rangs aussi, on en veut. Lorsque le politique ne veut pas de quelqu'un de vous aux élections, il n'a pas le quitus fiscal. Ça, c'est clair. Je ne dis pas que c'est uniquement pour l'opposition. Ça se fait dans vos rangs. Et vous le savez. Je connais des gens qui ne devaient pas aller aux élections de 2023, qui n'en ont pas eu dans vos rangs. Est-ce qu'ils se sont plaints auprès de vous? Est-ce qu'ils se sont plaints auprès de vous? Ce n'est pas la plainte, mais on se parle. On n'est pas des ennemis. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? On se parle. Je n'ai pas besoin de vous donner l'exemple. Je dis, nous parlons. Et je dis, c'est une arme d'exclusion massive. Et je vais vous donner des exemples. S'il vous plaît, pour les élections générales, les conseillers communaux au Bénin, nous en avons à la date actuelle. Et demain, ça peut augmenter. Parce que plus la population augmente, plus on augmente le nombre de conseillers communaux. Aujourd'hui, nous en avons 1815 conseillers communaux, fois 2, avec leurs suppléants. Ça fait 3630. Par parti politique de quitus et minimum qu'il faut délivrer. Ça a déjà été fait.
Par le passé. Comment ça a été fait, honorable? Comment ça a été fait? Dans le cas où on a trouvé que c'était impossible, on nous a demandé de fournir le nom, de lister les candidats, et on a délivré simplement, sans étudier à fond les dossiers. C'est ce que nous disons. Il n'est pas possible, s'il vous plaît, à la date d'aujourd'hui, il n'est pas possible à la direction des impôts, mais c'est des gens, on les chicane pour rien, de fouiller les dossiers des gens et de délivrer 3630 quitus fiscaux par parti politique. Et lorsqu'il y a 7 partis politiques, 10 partis politiques, imaginez, avec la marge des gens qui obtiennent le quitus fiscal et qui ne vont pas aux élections. Ça, c'est les élections communales et quelqu'un a dit qu'il ne faut pas attendre les élections pour aller payer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas le paiement qu'il s'agit. On va permettre à l'honorable Aké de répondre justement à ce que vous avez argué comme sur cette question du quitus fiscal. Oui, bien sûr. Il a intervenu sur d'autres questions rapidement aussi. Il a parlé de commissions d'arrondissement, donc vous me permettez d'opiner sur ça. Je constate malheureusement que le parti, les démocrates, veut faciliter vraiment les choses pour les politiciens que nous sommes. Parce qu'il dit que ce n'est pas seulement pour eux, mais pour aussi nous qui sont en train de demander ce qu'ils demandent. Donc les politiciens auront le droit d'aller aux élections, même s'ils doivent beaucoup d'impôts. Dans le même temps, il propose que l'on crée des commissions d'arrondissement. Donc de mettre peut-être 5 personnes là où il y en a une. Mais cela entraîne une augmentation du coût des élections. On a fini avec ça dans ce pays, avec les élections qui coûtaient des dizaines de milliards de francs CFA. Il faut rationaliser les choses, il faut sauvegarder les ressources publiques parce que le citoyen aussi en a besoin. On dit qu'une démocratie qui ne nourrit pas son peuple est un poison pour le peuple. Et donc, franchement, par rapport à cette question de quitus fiscal, ce n'est pas depuis que le quitus fiscal a été institué comme pièce constitutive du dossier des candidatures. Ce n'est pas la première fois qu'on veut aller en 2026. Et je vous ai dit tout à l'heure que les expériences qu'on a eues ont prouvé que les politiciens n'attendent que les élections pour pouvoir aller payer leurs impôts. Rien que pour ça, je crois qu'il faut maintenir le quitus fiscal pour permettre au trésor public de rentrer, au moins à cette occasion, dans des choses. M. Attiade a dû payer des impôts, et sûrement moi-même j'ai dû payer des impôts. On oublie toujours peut-être quelque chose dans un coin ou qu'on n'a pas régularisé. Et donc, tel que l'administration fiscale est réformée aujourd'hui, cela répond à l'écueil qu'il a soulevé. À l'heure de la numérisation, de la digitalisation des services, il suffit d'avoir votre numéro de contribuable ou votre numéro d'identifiant fiscal unique, ça s'appelle. Avec ça, on connaît votre situation nette. Vous donnez votre IFI et dès que vous insérez votre IFI, vous savez si vous-même vous êtes à jour ou pas. Et la délivrance de ce quitus, à un moment donné, a été automatisée. Et les gens qui vont en ligne directement exprimer, arrivent à obtenir des quitus lorsqu'il n'y a pas de situation à régler. Mais c'est lorsque vous avez une situation qu'il faut régler que le quitus ne sort pas et vous devez vous rapprocher de l'administration fiscale pour vous mettre à jour avant de pouvoir obtenir ce document. M. Attiade soulève quand même un point. Il estime que au nom de quelle loi seuls les parlementaires ou ceux qui aspirent à des fonctions électives sont les seuls à... Je l'ai bien entendu. Voilà. Mais ici, nous sommes des élus. Ici, nous parlons d'élus du peuple. Et nous savons bien que la légitimité d'un élu du peuple est au-dessus de ce qu'un cadre nommé peut avoir. Un cadre qui est nommé peut être déplacé à tout moment. Si on constate qu'il est en difficulté avec la loi, eh bien, il peut être enlevé en même temps. Un député, quand on l'élit, c'est pour son mandat. Et donc, il faut veiller à ce que nous puissions être des exemples pour le peuple. Nous devons, en tant qu'élus, être des exemples pour le peuple. Si nous ne pouvons pas être des exemples, nous ne pouvons pas demander aux autres d'être à jour. Très bien. Alors, Président Attiade, le Parti Les Démocrates souhaite également que le seuil de représentativité en ce qui concerne les élections législatives soit revu à 5%. Et je vais quand même vous permettre de vous rafraîchir la mémoire. Vous étiez tout dernièrement, il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, à une séance avec le chef de l'État, Patrice Talon, avec qui vous avez discuté. Oui. Et il disait exactement ceci. On va réécouter un extrait de ce que disait le président de la République.
Moi, je suis pas parlement, mais je vous suggère, je vous en prie, ne démarchez pas, n'entrez pas en discussion au Parlement pour modifier le code dans le sens de remettre en cause le système partisan actuel. Ne remettez pas en cause ce qui concourt à faire des partis forts et gros. Si vous remettez ça en cause, les démocrates, le parti va se casser. Si vous modifiez le code électoral de sorte que demain, si les organes du parti ne positionnent pas Pierre, Paul, Bior ou Jacques sur une liste, et qu'en ce moment ils peuvent partir aller créer leur liste à part aller aux élections, si vous faites ça, on retombe dans le passé. Demain, vous n'allez plus maîtriser le démocrate. Ça va devenir démocrate 1, démocrate 2, démocrate 3, le parti va se casser. Si vous faites ce genre de modification, je ne vais pas soutenir. Mais toute modification que vous pouvez faire au code qui va dans le sens du renforcement des partis politiques, le renforcement du pouvoir des partis politiques, de leur grossissement, de leur absorption, même que les partis absorbent les autres partis politiques, je vais soutenir. Parce que c'est l'héritage que j'aimerais laisser, qu'on a contribué ensemble à mettre en place ce système partisan viable, où les grands partis existent et qu'il n'y a plus de multitude de petits partis politiques. Je vais faire l'allusion au seuil de représentativité des listes aux élections. Si on va aux élections, si vous modifiez le code pour dire désormais, pour avoir droit au partage des députés, et qu'on sort, au lieu d'avoir 10% de suffrage recueilli au plan national, vous amenez ça à 1% ou 5%, ou vous sautez ça, vous aurez commis vraiment une erreur grave contre la République. Parce que même pour vous, ça va vous desservir, ça va faire casser le parti. Président, parce que demain, toute personne qui ne serait pas sur votre liste électorale va créer sa liste à part. Et ça va être pareil pour UP, BR, tout le monde. Donc ne faites pas cette erreur-là. Donc ce genre de réforme, je vous en prie, si c'est destiné à renforcer la chose, je soutiendrai. Si c'est destiné à affaiblir les partis politiques, je ne vais pas soutenir. Voilà ce que disait donc Patrice Talon le 27 novembre 2023 à cette rencontre. Visiblement, vous ne l'avez pas entendu, le chef de l'État. On l'a écouté, on l'a entendu. Mais vous n'avez pas pris conscience des risques relevés. S'il vous plaît. Le chef de l'État est un homme, comme tout Béninois. Il ne peut pas avoir la science infuse. Il peut se tromper de bonne foi. Et on n'est pas obligé de faire ce que le chef de l'État veut. Nous sommes un parti de l'opposition. Nous faisons des propositions et nous pensons que ce qu'il a dit est vrai dans une mesure. Mais nous sommes dans une sous-région observée partout. Cette disposition est copiée du Rwanda. Mais le Rwanda est à 5%. Dites-moi quel pays est à 10% pour l'attribution du siège. Quel pays n'a pas... Nous n'avons pas de problème à LD, au Parti Les Démocrates. On n'a pas de problème vis-à-vis de 10%. On n'en a pas. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut priver qu'il y ait d'autres petites formations? Dans d'autres États, il y a des candidatures indépendantes qui subsistent. Le pays n'est pas allé à la dérive, le pays n'est pas mort. Il y a des candidatures indépendantes aux élections législatives, je vous dis. Aux élections régionales, il y a des candidatures indépendantes. Mais chez nous, ça n'existe pas, c'est les partis politiques. Mais si je prends les élections passées, dites-moi, quel est le parti qui répond aux critères de 5% dont on a énuméré? C'est les 3 partis qui sont à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir d'autres formations politiques au Bénin en dehors des 3 partis politiques? Mais pour nous, ça ne nous concerne pas, nous. Mais nous visons qu'il y ait d'autres formations politiques, petites qu'elles soient, qui aussi aient droit de citer. Pour nous, nous souhaitons même que le financement public, qui est un effort bien salué par les acteurs politiques, que tout ça là... Alors qu'avant c'était vilipendé. S'il vous plaît, que ça soit... et qu'on étende ça sur les partis
qui ne sont même pas à l'Assemblée nationale. Parce que ces partis-là ont besoin de vivre, ont besoin de grandir. Ont besoin de grandir. Donc, sceller le sort pour dire parce que on est un petit parti, parce qu'on n'a pas 10%. Et lorsque vous allez au niveau local, c'est encore plus criard. Parce qu'il faut que le parti ait 10% au niveau national pour être éligible au niveau local. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Porto-Novo, où celui qui dirige Porto-Novo aujourd'hui a n'a pas la légitimité, mais a la légalité. Il n'a pas la légitimité. Ah bon? Oui. Pour quelle raison vous dites ça? Pour la simple raison que les Porto-Noviens n'ont pas voté pour son parti. Et ils ont voté pour quel parti? Ils ont voté pour le PRD. Oui, mais le PRD n'est pas attribué. Il faut respecter la loi. Hein? Quelle loi? C'est ça, j'appelle la légalité. Il a la légalité, mais n'a pas la légitimité. C'est ce que je dis. Très bien. On vous aura compris, monsieur Aké Natondé, vous nous soutenez certainement par ce point. Non, non, pas du tout. Moi, je crois qu'il faut aller de la réduction du seuil. Il faut aller dans le sens du renforcement du système partisan. Il faut encourager les citoyens béninois à faire de grands regroupements en matière politique. Parce que ce que nous avons connu pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans, avec la multiplication des partis politiques. Pour un petit pays de 12 millions d'habitants, on était allé à plus de 200 partis politiques. Et c'était à dessein, parce que chaque président qui venait essayait de susciter la création de ces clubs qu'on appelait des partis politiques. Pour régler ceci, la disposition de 10% a été introduite. Et je crois que cela clarifie davantage la situation. Mais je comprends mon ami Achadé, cette proposition-là n'est pas vraiment ce qu'il pense. Ce que lui et le parti, les démocrates pensent, ils ont fait ça juste pour faire un peu les yeux doux à leurs partenaires d'aujourd'hui, qui sont des tout petits partis. Eh ben, vous avez vu, eux-mêmes ils savent, quand ils ont fait leur réunion, ils ont pris un certain nombre de partis d'opposition. Vous parlez des autres partis de l'opposition. Voilà, pas de tous, parce que ce n'est pas tous qui ont été appelés à cette réunion. Et donc, ceux qui ont été appelés, ils prônent la suppression totale du seuil et ils prônent la suppression des parrainages, mais je ne crois pas que LD soit dans cette logique encore aujourd'hui. Moël Bénin n'est pas de l'opposition. Non, mais et alors? Moël Bénin n'est pas de l'opposition. J'estime que c'est un parti qui estime aussi, ne serait-ce qu'à la représentation locale, se retrouver. Ou à l'Assemblée nationale. Là, vous m'avez arraché la parole alors que je vous ai laissé parler. Bon, allez-y. Donc, je voudrais que nous puissions aller. Il ne faut pas politiser ce débat. Les démocrates savent bien que nous, notre avis ne peut pas être favorable à une telle réforme. Quand on n'avance pas, on recule. Ici, moi, j'aurais préféré encore que ce soit qu'il nous propose qu'on renforce davantage pour arriver à une... Écoutez, il y a des pays... Ça veut dire aller à 15%. On peut même aller à... Par exemple, si me proposait ça, j'allais dire, ah voilà des gens qui veulent vraiment que les Béninois puissent se prendre au sérieux sur le plan politique. Vous voyez les pays où on va pratiquement à la bipolarisation, c'est parce qu'il y a eu des dispositions. Regardez le système au Nigeria pour être président. Regardez le système pour être Nigeria. Regardez le nombre de conditions qu'il faut réunir par État et ceci et cela avant d'être déclaré élu président au Nigeria. Tout ça renforce et ça donne la crédibilité, contrairement à ce que nous faisions ici avec la multiplication. Tous les week-ends, il y avait des partis politiques qui se créaient avec tout son lot de messes, de meetings itinérants, de distribution d'argent, de populisme, je veux dire. Vous comprenez? Je crois que ceci, à notre avis, mérite d'être renforcé en ce qui concerne la réforme du système partisan. Fondamentalement, qu'est-ce qui va être modifié dans votre proposition à vous? Eh bien, nous avons, moi dans ma proposition, j'ai juste répondu aux deux demandes exprimées par, aux deux, disons, recommandations de la Cour, à savoir faire l'égalité des parrains. Et pour faire l'égalité des parrains, afin que ces parrains-là soient légitimes, selon nous, c'est qu'il faut que ce soit les élus de 2026 qui parrainent. Parce que c'est eux qui viennent d'être élus, c'est eux qui ont la légitimité encore. Il a soulevé le problème de la légalité et de la légitimité. Il faut qu'on se comprenne très bien. La légitimité et la légalité, ce n'est pas la même chose. Donc, les élus qui viennent d'être élus en janvier 2026
ne peuvent pas être là parce qu'ils n'ont pas pris service. C'est les anciens qui vont aller prendre des fiches de parrainage, selon eux, entre le 1er et le 15 janvier, pour pouvoir aller parrainer les candidats. Dans quel état d'esprit vous voyez ces anciens qui auraient été battus ou qui n'auraient été pas bien positionnés par leur parti politique? Est-ce qu'on n'est pas en train de pousser notre système électoral vers une grande corruption généralisée de cette façon? Donc, c'est dire que, selon nous, c'est les nouveaux élus. Et j'ai corrigé également, j'ai proposé la correction de l'article 142, où il y a eu une petite confusion, bon, sûrement un copier-coller qui a mal tourné, où au lieu du délai de 14 jours prescrit par la Constitution, on a mis 5 jours. Alors que dans un article précédent, on avait bien tenu compte des 14 jours. Donc, c'est juste une erreur matérielle à corriger à ce niveau. Et, en plus de ça, il y a eu divers amendements dont nous avons discuté avec les membres de la Sénat après les élections, au cours des séminaires que j'ai recensé et j'ai voulu. Ça, c'est vraiment de petites corrections. Sinon, pour le reste, ça va. C'est ça. C'est ce que j'ai proposé. On sait aussi que vous soutenez la révision de la Constitution, qui est aussi un débat en cours. Entre la révision de la Constitution et la relecture du Code électoral, quelle va être votre priorité dès ce jour à l'Assemblée nationale? La priorité, selon moi, si les amis démocrates acceptaient, c'est qu'on s'entende pour faire le consensus pour la révision de la Constitution. Ils savent bien que cette révision proposée ne peut en aucun cas aboutir à un troisième mandat. Tel que exprimé, d'ailleurs, il y a même la révision de 2019 n'a pas pu aboutir à un troisième mandat. Ce n'est pas celle de cette fois-ci qui aboutira. C'est nous-mêmes qui avons inscrit que nul de sa vie ne peut. Et on a remis encore la même disposition de façon améliorée, en améliorant le français. Et en plus, au dernier article, on a dit que cette révision n'entraîne pas une nouvelle constitution. Par quelle alchimie peut-on parler encore du troisième mandat? Je crois que la manière de résoudre le problème posé par la Cour dans la durée, pour ne pas être en train de revenir chaque fois sur le code, c'est de changer le calendrier électoral qui est dans la Constitution en mettant, comme l'a proposé l'honorable Hassan Seibou, les élections présidentielles en février et les élections législatives au mois de mai. D'accord. Honorable Attiadé, vous êtes conscient aujourd'hui de votre handicap numérique évident à l'Assemblée nationale. Donc à vous uniquement, vous ne pourrez pas faire prospérer une proposition de loi. Vous avez besoin de vos collègues, donc de la majorité présidentielle. Nous-mêmes, on a besoin d'eux pour la Constitution. Vous avez besoin d'eux aussi pour la révision de la Constitution, parce qu'en aucun cas, vous ne pourrez obtenir, en tout cas en l'état actuel, ni les 3 quarts, ni les 4/5. Vous avez besoin de l'opposition. Quelles sont les concessions justement que vous faites pour qu'il y ait une forme de deal à l'Assemblée nationale pour permettre à ce que des tests qui engagent l'avenir de la nation sur les bons rails soient votés? Merci beaucoup. Je reviens sur la question des partis politiques avant de répondre à votre question. Et le camarade dit qu'avant, les partis politiques florissaient. Il faut dire qu'aujourd'hui, ils ont commencé par exister aussi. Et que tant qu'on ne va pas appliquer la loi, les partis politiques vont exister. J'ai appris même qu'il y a un en création actuellement. De quelle loi parlez-vous qu'on doit appliquer? Que ce soit le code électoral, que ce soit la loi sur le système partisan, il faut l'appliquer, la charte des partis. Donc, c'est dire que lorsqu'un parti ne va pas aux élections pendant un certain nombre de temps, 2 élections successives, que le parti n'existe plus. Donc, lorsqu'on n'applique pas ces dispositions, les partis vont continuer, ceux qu'on crée et ceux qui ne créent pas. Et c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, ou je ne sais, des pays du monde, qu'un chef de l'État soutient ou a 2 partis politiques. Ce n'est pas aussi un modèle de partisanerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que UP, le Renouveau, votre parti honorable, et BR. Vous avez vu le chef de l'État, membre de l'un de ces partis. Il soutient les 2 partis politiques. Mais c'est les 2 partis qui le soutiennent. Les 2 partis le soutiennent avec d'autres. Vous avez parlé de Moël Bénin. Mais vous avez la Renaissance nationale aussi soutient le chef de l'État. Honorable. Un chef de l'État doit être soutenu par plusieurs partis. Honorable. Nous avions l'alliance FCBE, il y avait des centaines de partis dedans. Vous avez dit qu'il n'y a plus d'alliance. Mais ici, vous avez dit qu'il n'y a plus d'alliance. Ici, c'est des partis politiques qui soutiennent le chef de l'État. Comment se fait-il que lui seul, dans un système partisan,
que vous prônez avec cet avancement que lui seul a pour son compte 2 partis politiques. Mais il a, qu'est-ce que vous appelez il Donc, a? Est-ce qu'il est membre de l'un de ces partis? S'il vous plaît, le chef de l'État a dit que pour lui, c'est les politiques qui doivent prochainement accéder à la fonction présidentielle. Mais vous dites, monsieur l'honorable, que c'est les partis qui le soutiennent. Si ces partis le soutiennent, ça veut dire que demain, les partis peuvent soutenir un autre candidat qui ne soit pas de l'arsenal politique. Si la loi le permet. Mais là où nous devons aller, c'est de renforcer les partis pour que désormais les partis là puissent commencer par désigner leurs candidats qui puissent gagner les élections. Parce que la messianisation de la fonction présidentielle n'est pas une bonne chose pour notre démocratie. Oui, ça, reconnaissez-le. Mais ça, vous le faites. Parce qu'un jour, c'est un vendeur de drogue ou bien un terroriste qui va venir avec de l'argent et vous allez le soutenir pour qu'il devienne président. Il n'y a pas de vendeur de drogue responsable politique dans notre pays, à ce que je sais. Je dis un jour, c'est ça qui va se passer si nous continuons dans ce que vous soutenez là. Et c'est ce que vous faites. Non, pas du tout. Comment ça? Mais on a fait le système partisan en quelle année? En 2019, déjà la correction du système. On a fait ça en 2017, je crois. En 2019, vous avez recorrigé. On a fait le code, vous avez fait le code électoral en 2019. Mais ça ne vous a pas empêché de lire un candidat qui n'est pas de votre parti politique. Oui, en 2021. Mais qu'est-ce que vous avez corrigé? En 2021. Oui, alors que le système partisan, vous l'avez. Oui, parce que nous avons une éthique. Le chef de l'État en fonction était candidat et c'est lui que nous avons soutenu jusque-là. Nous l'aidons à finir son mandat avant de désigner un candidat à l'interne. Et si nous désignons un candidat à l'interne, ça n'empêche pas qu'un autre parti vienne soutenir ce candidat. Alors, le système partisan n'a jamais refusé ça. Pourquoi vous empêchez les autres d'avoir leur éthique? Vous ne pouvez pas empêcher les autres d'avoir leur éthique. La morale. C'est quoi votre... Les autres aussi ont leur éthique. Et cette éthique, c'est quoi? Ne les empêchez pas. Cette éthique, c'est quoi? De désigner qui ils veulent comme candidat. D'accord. Ça, c'est un autre débat, un tout autre débat, évidemment, qu'on va mener en temps utile. Mais pour l'instant, je vous rappelais votre infirmité. Oui, je vais aller à ça. Il faut que le débat n'est pas à... Vous n'avez pas le nombre pour faire passer votre proposition. Mais comment est-ce que vous procédez? S'il vous plaît. Nous avons fait notre proposition, nos propositions. Nous les avons mises à la place publique. Au lieu de nous les amener. Vous l'avez déjà. Ah, mais moi, je n'ai pas vu ça. C'est à vous. C'est à vous on doit amener. Jusque-là. Non, mais vous n'êtes pas au-dessus. Vous n'êtes pas, s'il vous plaît. Le chef de l'État nous a invités à un consensus. S'il vous plaît. Vous avez préféré discuter avec la rue que de discuter avec nous. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas au-dessus du peuple. Vous ne pouvez pas dire au lieu de nous amener. Vous parlez de quel peuple? C'est le même peuple qui m'a envoyé aussi à l'Assemblée. Oui, c'est dans une proportion beaucoup plus grande que la vôtre. Oui, j'ai rendu public à ton peuple et à mon peuple, au peuple béninois. Nous n'avons pas choisi les gens à qui nous avons rendu compte. Tout le monde a. Et j'ai entendu les critiques de votre camp. Je l'ai fait. Et ça vous a même permis de corriger certaines choses. Quand nous avons rencontré le chef de l'État et que nous n'avions pas de proposition, avant de rendre public nos propositions, nous avons rendu notre copie au chef de l'État. Et on a vu ça sur les réseaux sociaux. Oui. On l'a fait bien avant que ça ne vienne. Ce qui est même parti sur le chef de l'État n'est pas complet par rapport à ce que vous avez commencé par publier. Nous avons discuté avec le chef de l'État d'un point donné. Comment répondre à l'exigence de la Cour constitutionnelle? Vous avez dit qu'il faut remettre les fiches. S'il vous plaît. On a discuté avec le chef de l'État de ça. Et c'est à ce questionnement que nous avons répondu au chef de l'État. Par politesse. Nous lui avions répondu. Maintenant, quand le débat général de la révision du code électoral est intervenu, nous avons de façon globale répondu à cette exigence-là.
Donc, ce n'est pas la même chose. Je vais vous faire Donc, remarquer quelque chose. s'il vous plaît, on va permettre par rapport à ce que notre infériorité numérique à l'Assemblée nationale, je pense que le chef de l'État a parlé tout le temps de consensus. Tout le temps de consensus. Et je le remercie, le félicite pour ça. Mais le consensus doit se faire dans les deux cas. Nous avons fait des propositions qui seront étudiées, amendées à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous allons travailler à obtenir le consensus de part et d'autre. Mais si on va de façon mécanique dire nous sommes 81 et on va galvauder ça pour dire ce que nous voulons, c'est ça qui passe, je pense qu'on ne serait pas en ce moment-là en démocratie. Si on arrive à prendre en compte votre proposition, ça veut dire qu'on aura 2 propositions de code électoral à étudier à l'Assemblée nationale. Que suggérez-vous? Comment est-ce que ça va se faire? Non, mais ça se fait de façon naturelle. Les députés ont le mécanisme, les 2 propositions sont mises ensemble dans 2 tableaux. Dans un tableau et nous étudions les 2 propositions, c'est simple. Honorable Aké, on a encore une petite minute pour clore le débat. Est-ce que vous allez prendre en compte des données donc, proposées par vos collègues démocrates et les introduire dans votre test que vous proposez? Eh bien, d'abord, je voudrais lui faire remarquer qu'ils n'ont pas répondu complètement à la question posée par le chef de l'État. Ils ont simplement dit, ce qu'ils ont envoyé, c'est simplement qu'il faut que la Sénat remette les fiches de parrainage entre le 1er et le 15, quand nous serons en pleine campagne électorale. Je ne sais pas si lui pourra quitter Basila pour venir chercher les fiches à Cotonou. Et ils n'ont pas parlé de la date de dépôt. C'est dans leur proposition maintenant qu'ils ont dit qu'il faut amener la date de dépôt à 60 jours. Ça là, ce n'était pas dans le document que j'ai vu circuler comme étant mémorandum envoyé au chef de l'État. J'ai vu principalement 8 points abordés par les démocrates dans leur proposition. Mais sur les 8 points, vraiment, j'en trouve 6. Aucun candidat. Non, pas du tout. J'en trouve au moins 6 qui, selon moi, méritent que leur copie soit carrément revue avec les juristes qui ont travaillé avec eux. Ben, je ne peux pas comprendre, je l'ai dit au départ, qu'on continue. Un exemple de point. Oui, ben, on a parlé de la commission d'arrondissement. Et ils ont proposé encore un autre comité d'extraction de la liste électorale. Et donc tout ça, c'est des coûts qui sont créés par la loi. Or, l'article 107 de la Constitution et le 74.5 de notre règlement intérieur ne permet pas aux députés de créer des dépenses sans dire là où, avec quelles recettes on va financer tout ça. Est-ce que nous allons repartir des 5 milliards environ que coûtent les élections dans notre pays pour repartir aux 30 et quelques milliards sans dire avec quoi nous allons financer ça? Eh bien, au-delà de ça, j'ai vu que la réduction, je viens de vous dire que la réduction du seuil proposé là, ça détruit la réforme du système partisan. Ils ont proposé, bien entendu, qu'on réduise la caution. Je vois que tout en proposant la réduction de la caution pour permettre aux gens d'être candidats, au lieu de payer 50 millions, de payer 25 millions, ils disent de ne pas payer de culture, de ne pas amener de culture fiscale. Donc, l'État est défavorisé et le politicien est renforcé. En gros, rien de ce que proposent les démocrates ne candidatent. Non, pas du tout. Je ne suis pas contre une baisse, par exemple, de la caution. On peut même, avant c'était à 5 millions. Si on s'entend, on peut revoir la caution. Il y a bien des choses où vraiment, je vous dis... On peut dire que c'est une question subsidiaire. Lorsque, par exemple, il parle de remplacement d'un candidat inéligible, c'est quelque chose dont on peut discuter pour voir ce qu'ils mettent dedans et si cela va dans les choses. Maintenant, je constate que les démocrates souhaitent qu'on fasse un consensus autour du code électoral, de leurs propositions et tout le reste, qui n'a pas été déposé dans le temps avant l'ouverture de la session. Mais la proposition principale concernant le changement du calendrier électoral, puisque eux, ils ont fait une promesse à leur électorat, comme quoi on ne touchera pas une virgule. Ils disent que ça doit attendre 2026. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on puisse faire un consensus de cette manière? Ils utilisent leur minorité de blocage pour refuser le consensus. Et puis maintenant, quand notre majorité simple veut agir, on dit consensus. D'accord. Est-ce que c'est normal? Merci beaucoup, honorable Akenatonde. Le reste du débat se fera certainement au Parlement, des débats qu'on va suivre de très près, malheureusement. Oui, comment honorable ça? Atali. Comment? Mais
Et vous ne pouvez pas me priver de parole à cette étape. Vous ne m'avez pas dit que je finissais quand j'avais parlé. D'accord, exceptionnellement, je vais vous accorder 1 minute parce que là, il est 7 heures et il faut que nous puissions dérouler le journal. Je crois que le camarade a tout le temps parlé de dépenses de l'État que nous voulons augmenter par rapport aux élections. Je pense que il faut augmenter les dépenses et éviter les morts. D'accord. Ça, je le dis à mon collègue. Il faut augmenter les dépenses, éviter les morts. Ça veut dire. Oui, il faut. Lorsque l'élection est mal organisée, lorsque l'élection est mal organisée, lorsque l'élection est trichée. Ça, c'est une menace permanente. Oui. C'est une menace permanente. C'est une menace permanente pour nous tous. Pour nous tous. S'il te plaît. Mais c'est moi qui ai menacé les Ivoiriens. C'est nous qui avions menacé les Sénégalais. C'est nous qui avions menacé les Maliens. C'est récurrent que dans tout pays, lorsqu'on organise mal les élections, ça amène ce que ça amène. Regarde ce qui s'est passé par rapport à la liste électorale. On ne peut pas continuer, chers collègues. On avait déjà atteint un niveau donné. Vous dites de ne pas faire marche arrière. Si ce qui se faisait dans le passé est meilleur à ce qui se fait aujourd'hui, il faut regarder dans le Très bien. Merci beaucoup à vous, honorable Noureino Atiade. Vous êtes le président du groupe parlementaire Les Démocrates. Merci également à vous, honorable Aké Natondé, président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau. On va suivre les débats de très près à l'Assemblée nationale pour le compte de cette session extraordinaire qui continue et qui se poursuit d'ailleurs au Parlement. Et on reviendra ici aux besoins pour évidemment dérouler d'autres réflexions qui méritent qu'on s'y attarde. 5 sur 7 matin, 7 heures, passé de 5 minutes exceptionnellement. Donc on a dû prendre un peu grignoter sur le temps donc du bulletin d'information. On va retrouver Jennifer Sachivi qui va nous servir le petit déjeuner informatif et j'espère que les débats ont été enrichissants pour vous. À tout de suite avec Jennifer Sachivi.